Je voulais rajouter concernant Rani qu'il a quand même une bio qui est suffisamment étoffée, mais je dirais qu'à 24 ans, il a fondé une start-up en Algérie, au moment où le mot start-up n'était pas aussi bien connu que cela, pratiquement la fin des années 90, début des années 2000. Et une start-up dans les technologies et de pointe réellement. Il a été le premier à lancer à l'époque le fameux tableau interactif, le Smartboard. Bonne mémoire. Et il a en fait défloré le sujet. Il a essayé, en faisant beaucoup de plaidoyers, beaucoup de conférences, de présentations un peu partout pour expliquer que ce type de tableau c'était l'avenir et que nos écoles feraient bien peut-être de s'en munir. Malheureusement, comme toute nouvelle technologie, que ce soit chez nous ou autre part, elle a toujours beaucoup de mal à s'implanter, à être acceptée. Et donc, finalement, c'était dommage. Il a jeté l'éponge, c'est le cas de le dire. Le tableau, on n'avait pas besoin parce que c'était numérique. Et il est parti donc vers d'autres horizons. Il a été également à 29 ans le premier directeur à cet âge-là au niveau de Civital. Donc une entreprise que tout le monde connaît qui démarrait à cette époque-là. Et bien entendu, il a encore fait quelques tentatives pour créer d'autres startups. Il en a fait. On peut dire qu'il est un peu serial entrepreneur. Hein, quelqu'un donc qui passe son temps à créer des entreprises, c'est très bien. Et il nous a quittés pour Montréal. Et puis là, il est de retour. Donc c'est quelque chose de formidable. Voilà, il va nous parler un peu de la façon avec laquelle un jeune entrepreneur créerait son entreprise ou créerait une start-up différemment. Pourquoi différemment? Vous savez, actuellement, il y a une école depuis quelques années, depuis 2-3 ans, qui dit que le business plan, le plan d'affaires tel qu'on le connaît, c'est bon, il a fait son temps et il faut passer à autre chose. J'ai fait quelques recherches un peu historiques. C'est vrai que le business plan date d'à peu près une quarantaine d'années. Il date de quand? Tout simplement à l'époque où l'informatique était arrivée et les banquiers qui avaient l'habitude de financer des projets pratiquement sur pièce, avec des garanties qui étaient évidentes, commençaient à avoir des problèmes avec les projets informatiques. Parce qu'en fait, un projet informatique, dès le départ, s'il n'est pas dans la vente, dans la distribution, il est forcément quelque part immatériel, virtuel. Et les banquiers, jusqu'à maintenant d'ailleurs, surtout chez nous, ont toujours beaucoup de mal à comprendre le virtuel et surtout à le financer. Parce qu'il n'y a aucune garantie et forcément, ils ont un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les informaticiens sont tout simplement partis sur une synthèse, une présentation de leur projet qui donnerait du sens aux banquiers. Et ils sont partis la chercher où? Figurez-vous qu'ils sont partis la chercher en Union soviétique. C'était le temps, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, des plans quinquennaux. Et à cette époque-là, on savait très très bien faire les plans quinquennaux ou les plans triennaux. Et le fameux business plan à 5 années date de cette époque-là. Et les banquiers étaient très contents parce que ça leur faisait quelque chose de tangible. Et ils pouvaient dire, oui, ok, d'ici 5 ans, vous allez pouvoir faire tant d'argent, donc vous allez pouvoir me rembourser. Le problème, c'est que les banquiers continuaient à demander des garanties. C'était bien qu'ils aient un tableau qui donnait un peu les différents comptes qui sont nécessaires à l'évaluation du projet, mais ils demandaient toujours des garanties. Donc ce problème perdure jusqu'à maintenant, et c'est pour cela que ce type de, si vous voulez, de présentation d'un projet du start-up a fait son temps, et Rani justement va un peu dans ce sens-là, et peut-être même un peu plus, parce que là c'est carrément notre façon de voir, une autre façon d'aller chercher des fonds, une autre façon de visualiser un projet. Donc Rani, je te laisse la parole pour nous dire un peu plus sur ce nouveau concept, une nouvelle approche du plan d'affaires. Si le fait de savoir ton idée, je peux la copier, c'est que pardon, pas la copier, je peux la réaliser, la matérialiser, ça devient mon idée. On est au 3e millénaire. Comment voulez-vous cacher une idée? Et d'ailleurs, sachez juste une chose, que l'idée aussi brillante que tu as en tête, je t'assure qu'il y a 3000 personnes qui y pensent et qui y travaillent à l'instant T. Ceci me permet de dire aussi que le numéro 1, ce n'est jamais bon. Vous savez, Google, il y a Alta Vista avant, c'est pour ceux qui se rappellent. Apple, ce n'est pas nécessairement le premier à avoir pénétré ce marché.
Microsoft, l'ensemble des innovations que nous avons autour de nous, c'est souvent, et gardez ça en tête, c'est souvent le deuxième ou le troisième. Vous savez pourquoi? Parce qu'il profite des erreurs qu'aurait fait le premier, il profite de son aura qu'il aurait créé, le deuxième fait ce qu'on appelle un pivotage, et il arrive à avoir un succès. Il y a bien sûr des succès primo entre eux, mais gardez en tête, vous savez, partagez, voici ça l'idée, partagez votre idée avec le maximum de personnes que vous pouvez. Le maximum de personnes. Demandez aux gens de la copier. C'est votre meilleur business plan au BMC. Choisissez celui que vous voulez. Le e-payment Tessilat, écoutez, c'est toute une histoire, mais ce mec est passionnant. Il arrive dans son bled, il trouve un verrouillage total. Bon, aujourd'hui, le Maroc s'est ouvert un petit peu sur la question du change. Il y a déjà la parité, enfin le dollar n'est pas... On n'est pas dans la même notion de devise et tout, mais je vous parle d'il y a 10-15 ans, on était dans les mêmes problématiques. Il a pris ce dossier. Et l'élément de plus que je vous dirais, parce que vous pouvez aller sur le site internet et aller, je dirais, trouver les... Moi, ce qui m'a fasciné, c'est la relation public-privé qu'il a créée. Ça, c'est la plus... c'est la force, ce qui m'a vraiment impressionné. Pensez-vous que Sonalgaz, Algérie Télécom, les 3 opérateurs privés, enfin privés peut-être, bref, que vous puissiez payer dans un guichet unique, mais qui est privé. C'est cette relation qu'il a su créer. Donc il a été voir l'équivalent de Sonalgaz, l'équivalent de tous les gros payeurs, qui a des centaines de millions de factures à payer par mois. Il a fait des partenariats avec eux. Et c'est cette force de l'autre côté, cette ouverture du système ou de l'écosystème, pour emprunter un terme d'actualité aujourd'hui, qui m'a fasciné. Et c'est ça que je pense que des instances telles que CARE, telles que des patrons, etc., pourraient porter finalement et couver, entre guillemets, incuber un projet qui soit un pan entre le public et le privé, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Si c'est juste pour payer des factures privées, il y a très peu de factures privées que vous pouvez payer de façon récurrente. Il y a les 3 opérateurs, d'ailleurs ils font du bon chose, parce qu'ils sont un peu répartis, la plupart sont répartis à travers le territoire. Mieux encore, et c'est ça le deuxième élément, Tessilat a pu créer l'industrie du e-commerce au Maroc. Vous connaissez le système Groupon? Oui. Groupon qui est en fait un achat groupé. Par exemple, il prend des billets d'avion. Il vous dit, bon, le billet, c'est normalement Alger, Marseille, c'est 200 €. Nous, on a une offre à 80 €. Par contre, il faudrait qu'il y ait minimum 500 billets de vendus. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais appeler Ali, je vais dire, écoute, il y a un billet à 80 €. Il faudrait que tu l'achètes. Mon intérêt, c'est que, je lui fais partager l'information qui est bonne, mais aussi que moi, je l'achète. Parce que si on n'atteint pas le 500, l'offre n'est plus valable. Ça se passe à travers le monde. Au Maroc, ça fonctionne aujourd'hui. Vous partez dans un guichet unique Tessilat, vous imprimez un code à barre, on le scanne avec une douchette, votre offre est validée tout de suite et vous profitez d'une offre qui... Alors, c'est pas du e-paiement tout de suite, instantané, c'est pas dans le confort de votre salon, mais c'est dans le confort de votre ruelle en face. Vous avez vu les chiffres, 3700 points de vente à travers les villages et les villes du Maroc. Ça, pour moi, ça a été vraiment un très beau succès que je prône au niveau de notre pays. C'est très faisable pour que l'écosystème, justement, soit un peu plus ou moins favorable. Le mentorat, je l'ai abordé dans ma réponse avec l'aspect de la gouvernance. J'aimerais juste vous dire que le bénévolat, et je comprends la chose, avec tout l'agenda que vous pouvez me prêter aujourd'hui, j'ai par mois 15 heures de bénévolat en mode mentorat au Québec. J'accompagne 4 entrepreneurs et je viens d'en prendre avec la cohorte de Shafa Abouyela. Je viens de me prendre aussi, j'ai dû ne pas refuser 3. Vous savez, c'est un état d'esprit. Je ne peux pas m'étaler plus, mais c'est un état d'esprit. Quand on croit que la création de richesse, on est partie prenante, et que quand on... Vous savez, comme une graine, une graine, ça nous revient tout le temps. À chaque fois que j'ai semé une graine, ça m'est revenu. Je ne l'ai pas fait de façon intéressée. Mais étant marketeur de formation, je sais qu'il y a un effet boomerang qui se revient. Donc, je suis persuadé qu'avec un peu de pédagogie, nos seniors ou nos retraités ou nos pré-retraités vont massivement adopter ce mode parce que
il y a pas, vous savez, un enseignant, c'est donc ce métier qui est le partage de savoir, il a ça de particulier, c'est qu'on ne peut pas le payer. Il n'y a pas un prix pour quelqu'un qui vous donne son savoir. Donc, le meilleur prix, le plus gros salaire qu'on m'a donné en tant que mentor pour entrepreneur au Québec, c'est $0. Parce qu'il n'y a pas de prix pour partager son expérience. Donc, comme il n'y a pas de prix pour partager son expérience, donc on annule le facteur prix, tout simplement. Pour Madame Meriem, merci du rappel, et c'est aussi ça le débat. Ce que j'appelle l'intrapreneuriat, ça pourrait prendre une autre conférence, hein, rien que pour ça. Et je suis d'accord avec vous. Fellag a dit on veut tout de suite. Et il a raison. Quand je discute de mon parcours ou parfois de mon CV avec des gens, ils me disent comment à 32 ans tu as pu faire tout ça. Mais il n'y a qu'en Algérie ou que dans des pays émergents qu'on peut se le faire. Parce qu'ailleurs, on nous voit comme des schizophrènes un petit peu. C'est impossible de cumuler cette carrière. Et je profite de votre message, Madame Boumediene, en disant à nos jeunes, dont je fais partie aussi, au moins jeunes, patience. Ce pays s'est ouvert d'une manière brutale à l'économie de marché. Ce pays s'est ouvert sans garde-fou. Ce pays s'est ouvert de façon à ce que, avec très peu d'argent, vous pouvez être à la tête de 100 000 euros. C'est le seul bled au monde où, avec 10%, vous pouvez disposer en 24 heures, donc le jour où on vous donne votre virement, vous n'avez pas de cigarette pour fumer hier, le lendemain, vous êtes à la tête d'un capital de 100 000 euros. It's just crazy. Mais bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Prenons ça comme étant une opportunité. Je demande juste aux gens qui travaillent dans des entreprises, soyez entrepreneurs. On vous a créé un nom, ça s'appelle intrapreneur. Et l'intrapreneur, ou l'intrapreneuriat, c'est le meilleur berceau pour justement devenir entrepreneur par la suite. Et vous l'avez tellement si bien dit, mesdames, que je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Ceci d'ailleurs confirme la slide que j'ai parlé que j'ai exposée avec vous par rapport à la génération C. Je vous dis que la génération C est très difficile à intéresser, très difficile à motiver, très difficile à retenir surtout. L'intrapreneuriat, je m'adresse aux chefs d'entreprise, aux employeurs, aux recruteurs, l'intrapreneuriat, donc des projets en mode start-up à l'intérieur de vos entreprises, c'est l'une des meilleures façons de garder, de retenir et de motiver ces jeunes, parce qu'ils sont dans l'optique entrepreneuriale tout en disposant des moyens d'entreprise. Il n'y a pas peur de les perdre. Vous avez aussi quitté des entreprises pour créer les vôtres. Arrêtons cette hypocrisie que non, il faut laissez-le partir. La nation a besoin de lui. Et de toute façon, il va vous revenir d'une façon ou d'une autre. C'est ça qu'on a fourni ça au Colombien. Plus fort. Parfait. C'est la dernière pour Hint. Tu m'as posé une question. Tu cherches vraiment mon émotion parce que je peux pas. C'est la seule question à laquelle je ne peux pas répondre sans être émotif et je m'en excuse d'avance. C'est très difficile comme question. Non, en essayant de me retenir sincèrement, c'est. Vous savez la force que donne d'être à l'étranger, et pour ceux qui croient que j'ai quitté. Moi, j'avais juste 3 ans que je suis au Canada, mais je vis mentalement en Occident ou d'une façon entrepreneuriale depuis 2001 précisément, avec toutes les technologies que j'ai eu la chance justement de côtoyer. Côté études, je vous ai fait part de mon échec. Aujourd'hui, en étant à l'étranger, on a une vision beaucoup plus neutre. On regarde finalement notre pays d'une autre façon que quand on est à l'intérieur. Il y a un adage en berbère qui dit « donc celui qui travaille est aveugle ». Et quelque part, quand on est dans un pays, quand on est dans son entreprise, quand on est dans son projet, on est tous aveugles. Et on a tous besoin d'avoir un regard externe. J'ai vu ces regards externes, et j'en incrimine personne. Ces regards externes qui sont un peu dans l'assistanat, qui nous accordent des chants, qui nous accordent leur bénédiction, qui nous accordent leur bonne attention, mais qui malheureusement, à mon sens, n'ont pas nécessairement tout le temps les effets escomptés. Je me suis dit, avec un certain nombre de personnes, je pense notamment à Sirdouane, Hamza, je pense à d'autres personnes au Canada, aux États-Unis, comment on peut être acteur de son pays de façon productive, sans nécessairement, je dirais, être dans l'abus du système en tant que tel. Et je crois aujourd'hui, personnellement, avoir trouvé mon chemin, avoir trouvé ma paix intérieure, parce que c'est pas facile de quitter son pays, d'autant plus que
Le potentiel que j'avais, c'était pas du tout ça l'enjeu d'avoir quitté. J'ai pas fui quelque chose qui soit matériel ou autre. Ce qui me ramène aujourd'hui, Hind, et pour répondre, c'est cet amour profond. Quand vous naissez algérien, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes algérien et vous le restez jusqu'à votre mort. Merci. Je voulais dire que Génération C, Caire, c'est C, ça commence par C. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que Rani est arrivé à faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on va passer peut-être à Caire 2.0. Je pense qu'on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Je voulais dire également que ce qui nous manque actuellement, c'est 4 grandes choses. On a effectivement tout, même si on parle beaucoup d'échecs. Il nous manque la confiance, c'est qu'on ne donne pas cette confiance. La reconnaissance aux jeunes quand ils entreprennent des choses. La communication, Rani en a parlé, effectivement. L'accompagnement également. Et je voudrais aussi ajouter que l'Algérie, malgré tout ce qu'on peut dire concernant l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui se font, des conférences, des rencontres comme celle-là. L'Algérie a été nominée et également primée au dernière Global Entrepreneurship Week. Il y a un congrès qui s'est passé à Milan la semaine dernière. On a été donc nominé parmi 150 pays et on a eu 4 prix. On a eu le prix du meilleur accompagnateur de l'année. On a eu un deuxième prix concernant le nombre de partenaires qui ont été impliqués dans l'organisation de la Semaine mondiale d'entrepreneuriat qui s'est passée en novembre, pendant une semaine donc un peu partout en Algérie, dans les 48 wilayas. Des actions d'entrepreneuriat, des start-up week-ends, des séminaires, des coachings ont été organisés. Et un troisième prix concernant les événements qui ont été organisés. Et un quatrième pour avoir mis en avant l'image de marque de la Global Entrepreneurship Week, qui est une organisation internationale qui chaque année donc cette semaine mondiale. اللي قلته اليوم يعني المقاولين سواء اللي يكونوا اون ديماراج ولا اللي راهم ديجا مقاولين دوبي بليزيور زاني فيه بعض التقنيات اللي مداولة عليهم معترف بها يعني عالميا اللي يبدلوا شويه طريقه التفكير في المقاوله ولا لونتربرونيا. في عجاله نقدر نقول لكم باللي لاكسي باغ اكزومبل يعني توفير المال للمقاول منذ البدء نعتقد باللي راح يدعم يعني بعض من الكسل عند المقاول. بالعكس اذا كان المقاول تطرق الى السوق بتقنيات جديده بموارد جديده بفكره جديده راح يتاكد باللي السوق راه متقبل هذاك المنتوج تاعو ولا هذيك الفكره تاعو. اذا كان حققنا هذا التوافق وهذا التزاوج ما بين السوق والفكره او المنتوج هذا يسمح لاي يعني مشترك يعني فينانسي يعني اون تيرم دو فينانسمون باش يمول هذه الفكره. وهذه الفكره النجاح تاعها نسبة النجاح تكون أعلى من السيستم يعني ولا يعني النظام اللي كنا مداولين عليه لازم يكون عندي كل الأموال يعني متوفرة عندي باش ندير عملية المقاولة. يعني باش نكون صريح معاك لو كان هذا النظام الجديد متداول عليه في السوق الجزائرية لو كان المحاضرة كما تاع اليوم ما تكونش عندها صدى يعني كما لاحظت اليوم. لأن يعني السوق راهي مشتاقة لهذه التقنيات الجديدة لهذا يعني الصدى اللي حدثته هذه المحاضرة كان يعني في المستوى. واللي حبيت نقوله الجزائري بصفته يعني كإنسان وكمقاول عنده هذيك الجرأة كاينة ولكن لعدم توفر هذه تقنيات التكوين في ميدان المقاولة جعل المقاول الشاب الجزائري ما عليه غير يعني يتبع التقنيات الماضية. وبالمحاضرة هذه نتمناو يكون يعني لو ميساج يوصل لهم باش يبدلوا طريقة التفكير ويبدروا يغيروا كومبليتمون يعني لابروش تاعهم باش يشوفوا مدى فعالية هذه التقنيات في السوق الجزائري. وعندي ثقة في السوق الجزائرية أنها تستوعب في الأعوام الجاية يعني هذه التقنية إن شاء الله.